Bienvenue à Question d'Info. La crise économique favorise-t-elle les extrêmes? Et puis le Front National peut-il changer en profondeur sans renier son fondateur Jean-Marie Le Pen? Invité de Question d'Info aujourd'hui, Marine Le Pen, la présidente du Front National, est à mes côtés pour vous interroger, Madame Le Pen, oui. Françoise Fressos du Monde, Sylvie Maligorne de l'AFP et Marie-Ève Malouine de France Info. Et Philippe Varin, l'ex-patron de PSA, qui part avec une retraite chapeau de 21 millions d'euros. Est-ce que c'est trop? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que c'est un scandale? C'est indécent. Voilà, c'est indécent. Je me suis prononcé déjà pendant la campagne présidentielle pour la suppression des retraites chapeaux, des parachutes dorés, une taxation des stock options. Ce qui est intéressant, si vous voulez, dans l'intervention de cette information aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le Parti socialiste, lui, est occupé à faire un grand meeting contre l'extrémisme. Voilà. Je crois que ça démontre, c'est très symbolique de la déconnexion totale qui existe aujourd'hui entre le Parti socialiste, le gouvernement de manière générale et la réalité des problèmes que vivent les Français. On a prévu que l'annonce de la retraite chapeau tomberait aujourd'hui. Oui, mais c'est symbolique. C'est symbolique parce que tous les jours, il y a des plans sociaux. Il y a encore eu le plus grand plan social, la plus grande défaillance d'entreprise du quinquennat qui est intervenue il y a quelques jours. Et il y a un chômage qui explose. Il y a un pouvoir d'achat qui ne cesse de baisser. Les Français sont dans des difficultés inouïes. Ils ont vu augmenter leur fiscalité de manière spectaculaire. Et que fait le Parti socialiste? Le Parti socialiste, il fait des concerts contre l'extrémisme. Voilà. Eh bien, ceci démontre... Oui, bien sûr. Mais ça rappelle aux Français quelque chose de très cruel pour le président de la République. Il avait promis de lutter contre la grande finance internationale. Il n'a strictement rien fait. Il n'a pas fait la loi de séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Il n'a pas imposé le retour à une décence dans ce domaine. Je trouve que c'est très symbolique, voyez-vous, l'intervention de ces deux événements aujourd'hui. Vous voudriez qu'il soit plus à gauche, en fait? Non, mais c'est pas un problème d'être à gauche ou pas à gauche. Le Parti socialiste n'a plus rien de social depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, si aujourd'hui il tutoie les planchers en matière de confiance, c'est justement parce que les Français ont pris conscience qu'il mène une politique ultralibérale, exactement comme celle menée par Nicolas Sarkozy. Sur Varin, est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous demandez d'une part à Philippe Varin et d'autre part à la direction de PSA qu'il renonce à cette retraite chapeau? C'est quand même la moindre des choses quand on voit les résultats. C'est quoi, quoi ce concept? Je croyais qu'en France, l'important c'était la méritocratie. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voit des gens partir avec des retraites chapeau ou avec des parachutes dorés, c'est en général les types qui ont planté les boîtes en question. Bon, je veux dire, il y a un moment donné, est-ce qu'il y a une corrélation entre, on nous dit, être dirigeant d'entreprise, etc. C'est quand même prendre beaucoup de risques. Bon, moi, je trouve ça complètement indécent. Si M. Varin ne s'en rend pas compte, c'est dommage pour lui, mais je crois qu'il ne faut pas personnaliser le problème. Je veux dire, c'est un fonctionnement qui est en place depuis bien longtemps, qui est un fonctionnement qui est inadmissible et qui l'est d'autant plus quand on est dans une situation de crise. Ce qui signifie aussi, certains vont dire, ça prouve que la proposition de François Hollande pendant la campagne de taxer les salaires au-delà d'1 million d'euros, c'est peut-être une bonne chose. Non, c'était une proposition stupide. Pour une raison simple, c'est que l'argent qui était ainsi économisé partait à nouveau entre les poches dans la poche des actionnaires. Moi, ce que j'avais proposé était beaucoup plus intelligent, à savoir qu'au-delà d'1 million par an de salaire, eh bien l'entreprise ne pouvait pas déduire ses salaires, intégrer ses salaires dans ses charges, et donc elle était fiscalisée en quelque sorte sur ce salaire. Ça, c'était beaucoup plus intelligent, ça permettait d'apporter des recettes supplémentaires à l'État. Quand vous parlez des retraites chapeau qu'il faut interdire, ça veut dire que c'est à l'État de se mêler de la gestion des entreprises privées, puisqu'il s'agit d'entreprises privées. Vous voulez plus d'État, quoi. Oui, oui, d'accord, mais dit comme ça n'a aucun sens. Vous voulez plus, moins d'État, zéro État? D'accord, ok, c'est l'anarchie. Non, mais vous retournez la question. Est-ce que c'est le rôle de l'État de s'impliquer dans la gestion des entreprises privées au point d'interdire les retraites chapeau? Oui, mais d'autant que bien souvent, ces entreprises se servent en réalité de l'État pour décrocher des contrats tout de même. Ils s'appuient en permanence sur l'État, sur la politique internationale de la France. Et d'ailleurs, on le voit très bien, puisque depuis bien de nombreuses années, déjà,
le président de la République se comporte comme une sorte de VRP des grandes entreprises françaises. Hein. Quand il part à l'étranger, il part avec une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de chefs d'entreprise. Bon, donc ces entreprises s'appuient, si vous voulez, sur l'influence que peut avoir l'État français. Je pense que on peut très bien édicter des règles. On peut, l'État a le droit d'édicter un certain nombre de règles, de limiter les excès, d'éviter les abus. Je pense qu'il est en ce sens dans son rôle. C'est ni être socialiste, ni être marxiste que de le dire. Je crois que c'est juste être raisonnable. Ça existe le gaucho-lepénisme ou pas? Je ne sais pas ce que ça veut dire le gaucho-lepénisme, mais il y en a sûrement. C'est-à-dire des gens qui viennent de la gauche. On a appelé ça... On a appelé le gaucho-lepénisme les gens qui venaient de la gauche, et notamment qui venaient dans les années 90 du Parti communiste et qui ont rejoint le Front National. C'est-à-dire qu'il y avait une fibre sociale marquée et qui étaient en même temps des patriotes attachés à la nation, attachés à l'État stratège, tout en acceptant bien sûr la liberté d'entreprendre. Ça veut dire que vous êtes plus en phase avec les gaucho-lepénistes qu'avec les facho-lepénistes? Arrêtez avec ça. Non. Stop, je réponds pas à ça. On parlera de toute façon du Front National après. Il n'y a pas de facho-lepénisme. On verra. L'actualité, c'est aussi une autre interdiction, l'interdiction éventuellement de la prostitution, avec une question de Françoise Presson. Oui, cette proposition de loi qui vise à pénaliser les clients de la prostitution. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous approuvez? Non, mais bon, d'abord, moi, j'approuve pas. Et je pense que ça fait partie des débats qu'on lance pour tenter de détourner, encore une fois, les Français des vrais problèmes. Quand on n'est pas capable, pas un sujet pour vous. Quand on n'est pas capable de répondre, de répondre au problème du chômage, quand on n'est pas capable de répondre au problème de l'hyperfiscalité, quand on n'est pas capable d'apporter aucune réponse, eh bien, on lance un débat. Alors, un coup, c'est le mariage homosexuel, un coup, c'est un débat sur la prostitution. Demain, je ne sais quel débat ils vont encore réussir à sortir. Moi, je pense qu'il y a un problème majeur, ce sont les réseaux de prostitution et notamment, il faut bien le dire, à cause des frontières ouvertes, ces réseaux qui vont chercher des jeunes filles à l'étranger, qui sont démunies par conséquent, qui bien souvent ne parlent même pas la langue, qui sont pris en main par des mafias de la prostitution. Et le meilleur moyen de régler ce problème-là, c'est justement de maîtriser nos frontières. Qu'est-ce que vous demandez aux deux députés qui se reconnaissent du Front National de voter contre cette proposition de loi? Je pense qu'ils voteront contre cette proposition de loi spontanément ou qu'ils s'abstiendront. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment... Enfin, c'est pas un sujet prioritaire. Ça résout rien. C'est quoi votre propos là-dessus? Ça résout strictement rien, bien entendu. Ça résout rien. La criminalisation, en l'occurrence, ne résout rien et ne résout surtout pas le problème de ces réseaux mafieux qu'on ne maîtrise pas parce qu'on ne maîtrise pas nos frontières. Voilà, tout simplement. Alors on en vient à l'autre grand thème d'actualité, c'est la remise à plat du système fiscal, de la fiscalité annoncée par Jean-Marc Ayrault, avec une question de Sylvie Maligorne. Alors de l'AFP. Est-ce que cette réforme fiscale, avec notamment la fusion de l'impôt sur le revenu avec la CSG, est-ce que pour vous c'est une bonne piste qu'il faut explorer vraiment? D'abord, permettez-moi un propos liminaire quand même, pour informer nos auditeurs et nos téléspectateurs, que le Premier ministre n'a pas cru bon, après avoir invité l'intégralité des syndicats, des syndicats patronaux, des différents partis politiques, n'a pas cru bon d'inviter le Front National. C'est vrai que nous ne représentons que 20 à 25% des Français. Nous sommes probablement quantité négligeable. Bon, je trouve que ça démontre quand même une vraie défaillance de l'état d'esprit, bien sûr, comme à chaque fois que nous avons été invités dans le cadre de consultations, nous nous y sommes rendus. Nous n'avons pas été invités, ce qui démontre quand même une lourde défaillance dans le fonctionnement démocratique de notre pays. La question de Sylvie, est-ce que vous demandez au Premier ministre de vous revoir? Bien entendu. Encore une fois, c'est la moindre des choses. Je lui demande de me recevoir, pas à titre personnel, bien sûr, mais comme représentante de millions de Français dont je pense qu'ils ne sont pas des sous-citoyens et qu'ils ont le droit d'être entendus sur ces sujets au même titre que les autres. Voilà. Alors, sur le principe de la réforme, vous êtes sur le principe, ça n'aura pas lieu. Voilà ce que je pense. Je pense que ça n'aura pas lieu. La fusion entre l'IR et la CSG sera extrêmement complexe à mettre en œuvre. Et le danger dans cette proportionnalité, c'est qu'elle aggrave en fait la situation des classes moyennes. Moi, ce que je crois, il faut se souvenir quand même que la CSG, c'est quand même une sacrée escroquerie, parce qu'on a démarré en 91, je crois,
avec 1,1% et qu'on en est à 8,2%. C'est pas une escroquerie, c'est les dépenses sociales, ça sert à ben voilà. financer les dépenses sociales. Eh bien, merci beaucoup de votre bon sens, madame, car effectivement, ce sont peut-être les dépenses qu'il faut regarder de près. Il faut couper dans les dépenses sociales. Je coupe dans les dépenses sociales adressées aux clandestins et aux étrangers, oui, clairement. Voilà, je le dis très simplement. Vous le savez. Vous le savez, non. À partir du moment où on cotise, on a le droit d'être protégé en fonction de sa cotisation. Oui, mais c'est pas ça qui plombe nos comptes. L'aide médicale d'État, ça va être près d'1 milliard en réalité. On est à 800 millions, donc on va vite atteindre le milliard vu la courbe de croissance de l'aide médicale d'État, par exemple. Voilà une économie immédiate à faire. La prise en charge de l'aide sociale pour des gens qui sont venus en France, qui ne travaillent pas et qui coûtent énormément. Voilà peut-être déjà la priorité. Résoudre cette sorte de générosité qui finit d'ailleurs par être malsaine, puisque elle finit par donner une situation plus appréciable, y compris aux clandestins qui sont sur notre territoire, qu'aux Français, qui, pour reprendre d'ailleurs l'exemple de la santé, eux cotisent et sont remboursés à 70%. Ce que vous dites, ça va dans le sens inverse d'un récent rapport rendu public par Le Point, qui indique que justement l'immigration apporte plus à la France qu'elle ne coûte. C'est cela, oui. Mais bien sûr, mais oui, bien sûr, personne n'y croit à ça, car c'est faux. C'est un mensonge, c'est une manipulation. Voilà. Il y a des statistiques. Non, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de statistiques, et je vous conseille d'ailleurs de lire un livre qui s'appelle Les yeux grands fermés, dans lequel il est clairement indiqué qu'il n'y a pas de statistiques, car on ne veut pas que les Français sachent exactement quel est le coût de l'immigration. Donc ce coût, il est très important. Donc moi, je pense qu'il faut faire des économies d'urgence sur l'immigration, sur la fraude sociale, sur la décentralisation, sur la politique de la ville, qui coûte 4 milliards d'euros par an, alors que les résultats sont pitoyables. Vous dites que c'est faux. Est-ce que vous avez des statistiques différentes ou sur quoi vous appuyez pour dire... Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites et qui évaluent le coût de l'immigration entre 35 milliards et 70 milliards d'euros par an. De l'immigration légale ou illégale ? Mais de l'immigration légale et illégale. Car, madame, il y a 5% des étrangers qui entrent en France qui ont un contrat de travail. 5%. Bon, ça veut dire qu'il y a 95% des gens qui entrent qui sont pris en charge par la communauté nationale. Vous comprenez bien qu'il faut les éduquer dans des écoles, il faut les loger dans des logements sociaux, il faut les soigner dans des hôpitaux français qui n'en peuvent plus, car ils n'arrivent plus aujourd'hui à faire face à cet afflux. Ne viennent pas y travailler. Pardon ? Tous les étrangers qui rentrent en France ne viennent pas s'installer en France. Non, mais il y en a qui s'installent en France. Ça vous a pas échappé quand même. 95%. 95%, si, 95% des gens à qui on donne un visa pour venir s'installer en France, donc 95% ne travaillent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Soit ils ne peuvent pas en raison de leur âge, soit ils ne travaillent pas parce qu'il n'y a pas d'emploi en France. Il y a 5 millions de chômeurs. Il y a 9 millions de pauvres. Bon, je dis que continuer cette politique-là est une folie, que c'est une gabegie financière absolument inouïe et que la première des choses, avant de mettre en place une austérité qui touche les classes moyennes, qui touche les Français qui travaillent, c'est de commencer par faire des économies sur les mauvaises dépenses, ce que j'appelle les mauvaises dépenses de l'État. Je rajoute d'ailleurs la multiplication des plans de renflouement de l'euro qui coûtent à la France et qui coûtent des milliards à la France. Et ça, évidemment, on ne met pas ça en première page des journaux. Je rajoute à cela les 7 milliards d'euros par an secs que l'on donne à l'Union européenne pour lui permettre de fonctionner, etc. Tout ça, ça finit par faire des sommes considérables. Et puis, je n'évoque pas les 50 milliards d'euros des intérêts de la dette que nous versons chaque année. 50 milliards d'euros, tiens, c'est marrant, ça correspond exactement à l'impôt sur le revenu français. Mais pour revenir à l'impôt, vous pensez qu'il ne vaut pas du tout le changer ? Si, je pense qu'il faut le changer. Je pense qu'il faut rendre l'impôt sur le revenu beaucoup plus... comment dire ? Progressif. Je pense qu'il y a beaucoup à faire sur l'impôt sur les sociétés. Moi, j'avais proposé que l'impôt sur les sociétés soit également progressif à 15, 25, 33 de mémoire %, car on n'a pas résolu, et le gouvernement n'a pas résolu le problème qui est insupportable, injustifiable du fait que les grandes entreprises du CAC 40 payent 8% d'impôts quand les PME, PMI, qui sont celles qui créent l'emploi sur le territoire, en payent 33%. Je pense qu'il faut fusionner
l'impôt sur le revenu avec la taxe d'habitation, avec un nouveau calcul. Je pense qu'il faut fusionner l'impôt sur les sociétés avec le CET. Voilà, il y a des propositions à faire, bien entendu. Quand vous dites que vous voulez élargir la progressivité, ça veut dire que vous partez d'en haut jusqu'en bas et que des gens qui actuellement ne paieraient pas d'impôts pourraient en payer de façon symbolique, puisque la moitié des foyers... €1. Je sais pas, la question se pose, puisqu'il y a des gens qui disent que la moitié des... Oui, moi je crois que ce ne serait pas honteux, ne serait-ce que parce que payer même 1 € d'impôt symbolique quand on a des revenus faibles, eh bien c'est aussi un signal qui est lancé à tous les Français, que tous les Français sont des contribuables et que donc tous les Français ont aussi leur mot à dire sur la dépense. Car, je vais vous dire, la crise qui existe, c'est pas une crise, il n'y a pas un problème de refus de l'impôt en France, il y a un refus de l'hyper-impôt. Bon, le problème n'est pas... l'hyper-impôt, c'est quand les Français ne s'en sortent plus, si vous voulez, quand l'impôt s'analyse en une spoliation, comme quand ça a été le cas pour un certain nombre de ménages français, l'impôt est quasiment doublé d'une année sur l'autre. Brutalement, quand des gens qui ne payaient pas l'impôt, les 1 million de Français qui ne payaient pas l'impôt et qui se sont mis à le payer cette année, ça a eu évidemment des répercussions sur toute une série d'autres aides. Vous voudriez que tout le monde le paye. Non, mais ça n'a rien à voir. Si on fait ça, si on fait une très grande progressivité, à ce moment-là, on ne lie pas le fait de payer l'impôt ou de ne pas payer l'impôt au déclenchement d'un certain nombre d'aides. Car il y a des tas de gens qui, du coup, en payant l'impôt, sont sortis du champ, si vous voulez, de bénéfices d'un certain nombre d'aides et qui se retrouvent dans une situation très compliquée. Moi, je voudrais en terminer pour vous dire, c'est pas le concept du consentement à l'impôt qui est en cause en France aujourd'hui. C'est d'abord le consentement, encore une fois, à l'hyper-impôt et deuxièmement, c'est le consentement à la dépense. Les Français ne sont pas d'accord avec la manière dont le gouvernement dépense l'argent de leurs impôts. Voilà, il est là et personne ne veut aborder ce débat, car si on aborde ce débat, on va tomber sur le financement de l'Union européenne, on va tomber sur le financement délirant de la décentralisation, on va tomber sur le financement de l'immigration, on va tomber sur un système de protection sociale qui aujourd'hui est moins avantageux pour les Français qu'il ne peut l'être pour des étrangers. Avec un contexte de grogne, de colère, notamment en Bretagne. Oui, en Bretagne, avec les bonnets rouges, ils appellent à une manifestation encore le 30 novembre. Est-ce que vous soutenez ce type d'action ? Oui, on a le droit de manifester encore en France ou non, parce que je remarque que tout d'un coup on n'a plus le droit. Non, mais je remarque que tout d'un coup, si vous voulez, les grandes âmes de gauche sont contre le droit de manifester. Bon, c'est très bien, mais ça existe le droit de manifester. Ça veut pas dire. Non, ce qu'ils vous ont dit l'interdiction du droit de casser. Ah, mais évidemment, enfin écoutez, mais non, mais évidemment, évidemment que lorsqu'on est un responsable politique, on ne peut pas accepter les débordements, on ne peut pas accepter la casse, même si de temps en temps on peut la comprendre. Moi, je voudrais vous parler. Vous parlez des bonnets rouges. Est-ce que vous comprenez qu'on ait cassé, qu'on ait détruit la plupart des portiques écotax ? Je comprends, moi, la révolte d'un certain nombre de personnes à qui on dit. Est-ce que vous les encouragez aussi à détruire ? Non, mais je vais vous dire, parce que c'est la réponse. Les radars. Non. C'est la réponse. J'encourage pas. Mais je voudrais que le gouvernement comprenne que la destruction des portiques écotax est la conséquence de leurs mensonges. C'est la conséquence des mensonges de l'État. Car les bonnets rouges et tous les salariés et tous les petits patrons et tous les artisans qui manifestent main dans la main, ils ont compris une chose. C'est qu'en réalité, l'écotaxe, elle sera remise en œuvre le lendemain des européennes. Et en faisant cela, eh bien, ils condamnent un gouvernement qui ment et qui, pour des raisons électoralistes, a suspendu l'écotaxe, mais qui n'a pas abandonné l'idée de l'imposer. Il a fait quand même des groupes de travail, il a fait des tables rondes, il a convoqué les syndicats pour parler de l'avenir de la Bretagne, donc il y a un dialogue. Pourquoi est-ce qu'il faut continuer les manifestations ? Il y a un dialogue. Mais parce que ça fait tellement longtemps qu'on a compris que lorsqu'on veut étouffer une affaire, on crée une commission, on fait des réunions de consultation, etc. La réalité, encore une fois, c'est que le gouvernement envisage de remettre en place l'écotaxe le lendemain des élections européennes et que ça, c'est d'une profonde déloyauté à l'égard des Français. Une autre question aussi. La Bretagne, parce qu'actuellement, Angela Merkel et le SPD ont conclu un accord. Il y aura l'instauration d'un SMIC en Allemagne.
l'agroalimentaire breton avait beaucoup souffert de ce manque de SMIC. C'est plutôt une bonne nouvelle, donc, pour... Oui, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. La réalité, c'est que le SMIC qui sera très probablement mis en œuvre en Allemagne ne correspondra pas du tout à l'image qu'on en a et aux attentes qui sont les nôtres. Parce que en Allemagne, jamais ils ne reviendront sur la possibilité de travailler 55 heures par semaine. Jamais. Car s'ils le font, ils ruinent leur économie. Car en réalité, leur économie ne fonctionne et n'est compétitive que par cette flexibilité. Ils ne reviendront pas là-dessus. Parce que revenir là-dessus, Madame Maligorn, revenir là-dessus, c'est en réalité penser que l'Allemagne pourrait d'un trait de plume rayer les 20 années de sacrifices qu'ils ont imposés à leur économie. Pour en arriver là, ils ne le feront pas. C'est une évolution positive de l'Europe, ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne. Ça a été une demande française, le SMIC européen, c'est en train de se faire. Non, madame, c'est juste un accord électoral entre Madame Merkel et ses partenaires. L'Union européenne n'a strictement rien à voir là-dedans. Elle n'a jamais rien pu obtenir de l'Allemagne. L'Allemagne défend ses intérêts et je vous dis, je l'annonce, le SMIC allemand ne sera pas du tout ce que les analystes veulent nous vendre. En réalité, il ne changera strictement rien. On continuera à faire l'objet d'une concurrence déloyale de la part de l'Allemagne. Et d'ailleurs, probablement l'immense majorité des entreprises françaises seront déjà tombées en liquidation le temps que ne serait-ce que le projet qui envisage peut-être un jour de mettre le SMIC en œuvre en Allemagne ne soit tapé. Moi, ce que je voudrais quand même vous dire, c'est la manière dont on traite les salariés en France. J'ai rencontré des salariés hier à côté de Brest, des salariés de GAD. Ils m'ont remis, pas hier, avant-hier, ils m'ont remis le questionnaire de mobilité relatif au reclassement à l'étranger qui leur a été distribué. On demande aux salariés français qui ont été tués par la concurrence internationale déloyale, accepteriez-vous un reclassement à l'étranger en Roumanie, en Espagne, en Hongrie? Et on a le cynisme de leur poser la question, avez-vous des restrictions à formuler s'agissant de la rémunération susceptible de vous être proposée? Voilà ce que l'Union européenne a fait de nos entreprises. Voilà dans quelle situation elle met les salariés français. C'est la mondialisation, est-ce que vous comprenez? Mais les deux sont liés, car le mondialisme, qui est l'idéologie qui est à la base de la mondialisation, c'est l'idéologie de l'Union européenne. Elle a été acceptée par nos gouvernants, de droite comme de gauche. Nicolas Sarkozy, François Hollande, main dans la main, ils ont mené à l'égard de ce mondialisme et à l'égard de l'Union européenne exactement la même politique. Mais vous, quand dans votre projet vous dites on revient au franc entre nos frontières, les Français ne sont pas convaincus. Là, il y a un sondage Ipsos qui est sorti, les Français ne sont pas convaincus. Mais madame, ils sont de plus en plus convaincus. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir pris conscience déjà du diagnostic, à savoir que l'euro a été un obstacle majeur à l'emploi, un obstacle majeur au pouvoir d'achat et qu'il est un problème de compétitivité premier. Bon, mais ils sont confrontés à une classe politique et médiatique, permettez-moi de le dire, des experts de tout poil qui viennent tous les jours leur expliquer que si on se revient à une monnaie nationale, ça va être épouvantable, le drame, etc. Il y a juste 95% des pays du monde qui fonctionnent avec une monnaie nationale et des frontières. Et elles s'en sortent beaucoup mieux que l'Union européenne. Alors il serait peut-être temps aussi qu'il y ait du pluralisme en matière économique et que des gens comme Sapir, comme Gréau, comme Rosa, comme Villain puissent venir aussi sur les plateaux de télévision. Ce sont des économistes qui considèrent... Non, ils ne se sont pas rapprochés de moi. Ils ont une analyse économique en disant l'euro est en train de tuer l'économie française. On poursuit, on doit avancer, Marie-Ève. Oui, on parlait des portiques. Il y a des gens qui ont été mis en garde à vue, placés en garde à vue après destruction de portiques. Est-ce qu'ils doivent être poursuivis? Est-ce qu'ils doivent être sanctionnés? Mais écoutez, la justice dans le pays, elle existe. Il y a des textes qui existent. Voilà, les textes doivent s'appliquer. Mais il faut les appliquer à tout le monde, madame. Voilà. Il faut aussi les appliquer aux milices antifa qui détruisent les permanences du Front National, par exemple, à Brest, à Vannes, à Brest 5 fois, à Vannes, à Nantes, à Cogolin encore cette nuit. Voilà, il faut les appliquer à tout le monde. Il faut les appliquer aussi aux supporters de foot qui, le soir de la victoire de l'Algérie, ont détruit des biens publics, ont cassé des scooters dans les rues de Paris, aux Champs-Élysées, etc. Il faut appliquer la loi à tout le monde. C'est ça ce qui fait la grandeur de la loi et c'est ça ce qui fait la grandeur d'un gouvernement. Alors on poursuit Sylvie Maligorn. Le 30 novembre, il y a plusieurs manifestations. Donc, il y a les bonnets rouges, il y a les transporteurs routiers, mais il y a aussi les syndicats qui font une marche contre le racisme. Est-ce que
Qu'est-ce que vous pensez je croyais qu'il faisait une marche contre les salariés. Parce que j'ai vu quand même les syndicats, main dans la main, venir dénoncer les manifestations qui ont lieu. Ils veulent faire barrage au poujadisme. Le barrage au poujadisme. C'est bien, ils sont financés avec l'argent public. Des dizaines de millions, des centaines de millions d'euros qui sortent de la poche des contribuables français pour financer les syndicats, pour lutter contre le populisme, c'est-à-dire contre la démocratie, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont peur, c'est le résultat des urnes. Plutôt que de lutter pour la défense des intérêts de leurs salariés, eh bien, je pense que les salariés apprécieront d'ailleurs de se faire traiter par les syndicats de gauche, de fascistes, de poujadistes, de je ne sais quel autre adjectif. Voilà, ça prouve que les syndicats ont perdu la main, car ils étaient, en réalité, leur rôle était de canaliser la colère, de faire accepter aux salariés des choses inacceptables. Ils ont fait ça pendant des années. Sauf qu'aujourd'hui, les salariés, ils ont compris. Et ils se détournent des syndicats. Ils ont compris que les syndicats et les partis politiques de gauche étaient main dans la main. Et donc, les syndicats se retrouvent ennemis des salariés qu'ils sont censés défendre. Eh bien, je vais vous dire, tant mieux, le masque tombe. Mais Madame Le Pen, là, on parlait d'une manifestation contre le racisme. Quand même, on a eu quelques manifestations. On m'a dit le poujadisme. Alors, c'est quoi? C'est tout, en fait, tout ensemble. En réalité, les syndicats vont manifester contre le rejet exprimé par les Français de plus en plus du Parti socialiste et du Parti communiste. Voilà, c'est ça. Je parlais du racisme. Le racisme. Oui, tout de même, et on a eu quelques manifestations, notamment contre Madame Christiane Taubira, qui était évidemment raciste. Oui. Je croyais deux ou trois événements, éléments. C'est grave, non? Vous ne trouvez pas? Oui, oh là, c'est extrêmement grave. C'est condamnable. Mais est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où la démocratie n'est pas en jeu, si vous voulez. C'est le fait d'individus. Il y a 2 ou 3 individus et un journal qui a manifestement besoin de faire des ventes, c'est ça, parce qu'il est en liquidation. Et qui donc a fait une bonne grosse une bien provocatrice. Il y a eu 2 événements qui sont condamnables, je le dis très clairement, mais qui ne révèlent absolument pas une montée de quelque racisme que ce soit en France. Il faut arrêter cela. Ça, c'est du bidon. Ça, c'est de l'enfumage. Il n'y a pas une libération de la parole raciste. Absolument pas, c'est dérisoire. Mais moi, je suis capable de vous monter n'importe quel dossier en allant chercher dans une page Facebook d'un des 65 millions d'habitants de la France ou d'un des millions de candidats, car il y aura 1 million de candidats au municipal, vous le savez. 1 million de personnes qui seront sur les listes municipales, tout parti confondu. Moi, si j'ai le temps, je vais aller regarder et je vais vous dire, oh là là, c'est épouvantable, il y a une dérive. J'ai trouvé 2 commentaires racistes, mais j'en ai trouvé, madame, moi, dans les forums du Monde, des commentaires racistes. C'est vrai? Bien sûr. J'en ai trouvé, moi. Qu'est-ce que vous avez Et puis trouvé? dans les forums du Point, de l'Express, du Figaro. Et c'est pour ça que je vais dire, je vais faire un grand dossier en disant les journaux français sont racistes. Non, on vous dit, il y a la libération de la parole. Voilà. Libération de la parole. Mais non, mais c'est quoi la libération? Il n'y a pas de libération de la parole. Il y a encore une fois 2 ou 3 événements qui ont été condamnables et d'ailleurs unanimement condamnés. Ça aurait dû s'arrêter là. Vous voyez bien quand même, vous n'êtes pas dupe de l'instrumentalisation qui a été faite par la gauche. Ils essayent de recréer ce qui a été fait dans les années 80. Alors on fait les grands meetings, on va chercher tous les gens du showbiz, payer des millions d'ailleurs pour venir faire des concerts, payés par le gouvernement d'ailleurs, non? Dites-moi par qui? Le climat ressemble beaucoup à celui des années 80. Non, rien du tout. Le climat, c'est vous qui l'organisez. C'est vous qui faites croire aux Français. Les Français, eux, ils sont pas racistes et ils n'ont pas du tout le sentiment qu'il y a un climat de montée du racisme. Moi, je pose une question parce que les journalistes qui adorent aller fouiller sur les pages Facebook, des commentaires de Twitter, du dernier candidat de la liste de Bure-sur-Yvette, par qui est payé le concert qui va être organisé le 2 décembre par Madame Filippetti? Qui va payer ce concert? Les contribuables français? Vous croyez que les contribuables français vont être heureux d'apprendre qu'on leur demande des impôts de plus en plus lourds pour aller payer le concert de quelques chanteurs en mal de publicité? Qui va payer ça? Voilà, ça, c'est une vraie question. Alors, vous savez, vous avez vu ce qu'on a entendu dire, ce que notamment Jean-François Copé a indiqué, que Arnaud Cléry, qui était un ex-UMP, qui est parti
au Front National qui en est reparti de chez vous en disant « j'ai vu des croix gammées, j'ai entendu des propos racistes ». Oui, alors Monsieur Cléré, ceci est une Arnaud Cléré. Oui, mais c'est une manipulation. Dans la Somme. C'est une manipulation piteuse qu'on a démontrée d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il a envoyé un tweet le lendemain de cette réunion où il avait soi-disant vu des horribles tatouages nazis en disant en remerciant le secrétaire départemental, en disant merci beaucoup, j'ai passé une excellente journée, je vous félicite pour l'organisation de cette réunion. Un mois plus tard, il écrivait au secrétaire départemental venez nous rencontrer à Gamache pour la campagne, ça nous ferait beaucoup de bien pour notre campagne municipale. Et puis 15 jours après ça, il se souvient qu'il y a eu des... Bon, le seul tatouage qu'on a trouvé quand on a toutes les photos de cette réunion, c'est un tatouage du 15 de France de la part d'un de nos adhérents qui est rugbyman et au passage pompier volontaire. Vous voyez, bon, alors très honnêtement, c'est à mourir de rire. Ça veut dire quoi un tatouage du 15 de France? C'est un tatouage du 15 de France, le 15. Alors, excusez-moi, mais si Monsieur Cléré n'est pas capable de voir la différence entre un 15 tatoué et une croix gammée, je pense qu'il a le choix entre l'hôpital psychiatrique, peut-être, ou de retourner à la maternelle. Quand vous dites le seul tatouage qu'on a trouvé, ça veut dire vous avez des photos? Mais bien sûr, il y a des photos, elles sont sur le site, d'ailleurs, tout le monde peut aller les regarder. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que Monsieur Copé s'abaisse à utiliser, à tomber dans une instrumentalisation aussi pitoyable, honnêtement, pour essayer de limiter la montée du Front National. Ça prouve l'état d'affolement de l'UMP. Et ça prouve le niveau moral aussi de M. Copé. Mais que la presse, sans aucun recul, sans aucune réserve, sans aucune prudence, fasse des unes d'articles, des croix gammées dans les réunions du Front National, sans même avoir au préalable passé un coup de téléphone au front, ça, c'est quand même éminemment contestable. Car enfin, souvenez-vous, parce qu'il y en a eu des affaires comme ça. Moi, je me souviens, il y a quelques années, une jeune noire qui avait été tondue par des nazis, une autre qui s'était fait agresser dans le métro et graver une croix gammée sur la cuisse, ou encore il y a quelques semaines une étudiante d'un syndicat d'extrême gauche qui s'était fait taillader, agressée par là encore un fasciste de je ne sais où en lui disant sale arabe, etc. Tout ça était faux, tout cela était des manipulations. Par exemple, Quand vous montez, madame, quand les médias se lancent dans des campagnes d'instrumentalisation telles que celle-là, vous avez toujours des gens qui sont en mal de publicité, vous avez toujours des gens qui vous suscitent, si vous voulez, ce genre de déclaration. Nous allons donc poursuivre et faire condamner. Attendez, précis. Faire condamner les médias. Non, on va poursuivre et faire condamner ceux qui ont tenu ces propos, qui sont des propos mensongers. Et ils le savent d'ailleurs parce qu'ils commencent à reculer, là, Monsieur Cléré. Oui, mais je parle, moi, de Madame Anna Rousseau-Roig à Marseille. Elle est quoi, Madame Rousseau-Roig? Vous avez rallié, elle avait rallié le Rassemblement Bleu Marine. Non, elle n'était pas adhérente. Elle était sur une liste. Elle allait sur une liste, elle allait être éligible. Elle était deuxième de liste, oui. Alors, et ben voilà. Et là, vous nous avez téléphoné pour savoir. Pour savoir quoi? Pour savoir qu'est-ce qu'on avait à dire sur cette affaire Rousseau-Roig. Dites-le-nous. Ah, bah oui, il serait temps, après avoir fait 12 000 articles. Mais on n'a pas fait 12 000 voilà, articles, écoutez, madame. Mais écoutez, c'est dérisoire. Elle était éligible. Mais Comment madame, se fait-il que cette femme... Madame, elle était éligible? Bah écoutez, c'est gentil. C'est gentil, madame, de nous dire ça. Parce que ça veut dire qu'on va faire un très bon score à Marseille. Madame Rousseau-Roig n'est pas adhérente du Front, elle n'était pas adhérente du RBM. Et on lui a refusé... RBM, pour ceux qui n'ont rien, Rassemblement Bleu Marine. On lui a refusé une place qu'elle exigeait, et nous avons d'ailleurs une conversation téléphonique de sa part disant que si elle n'a pas la place qu'elle exige, eh bien elle ira se répandre dans les journaux. C'est bien d'ailleurs, vous êtes bien tombé dans le piège. Mais c'est dérisoire. Mais madame, c'est dérisoire. Mais c'est dérisoire. Mais c'est dérisoire. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation de notre pays? Vous êtes en train de me faire perdre la moitié de mon temps de parole sur trois anecdotes. Nous avons 800 tête de liste, 800. Ça veut dire que nous allons probablement avoir 15 000 candidats au municipal. Et sur ces 15 000 candidats au municipal, il y a 3 personnes qui instrumentalisent la presse pour régler des comptes d'un côté ou pour faire la campagne de pub de l'UMP de l'autre. Et on passe la moitié de l'émission là-dessus. Mais c'est pas au niveau... Je vais vous dire, c'est indécent par rapport aux réponses qu'attendent les Français à leurs vraies préoccupations quotidiennes. C'est un débat qui existe. Alors pour être clair, qu'est-ce que vous dites? Non, c'est un débat qui existe chez vous. Mais pas... Les Français, ils débattent pas
que ça. Moi, je vais sur le terrain tous les jours. Il n'y a pas un Français qui me pose cette question, madame. Si vous avez des militants du FN qui vous regardent, qui regardent cette émission, qui se sentent racistes, qui sont intéressés par des insignes nazis, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous leur dites quittez le FN, c'est pas votre parti? Oui, mais clairement, je leur dis si jamais vous avez ces pensées-là et que vous êtes au Front National, vous n'avez rien à y faire. Vous vous êtes trompé de porte. Au revoir. Voilà, et sans regret, sans aucun problème. La dédiabolisation, elle se heurte quand même pas à une réalité qui est que... Voilà. Mais écoutez, madame, personne n'est dupe de l'opération menée contre le Front National aujourd'hui. Personne n'est dupe. Cette campagne s'est déclenchée le jour où le Front National a été donné comme pouvant arriver en tête aux élections européennes. Voilà, c'est clair. On essaye de contraindre la montée du Front National car le système se défend. Le système a peur pour lui. Il s'affole, il perd pied et il en est à utiliser des épiphénomènes, des faits divers dérisoires qui n'auraient pas fait une ligne si le Front National avait été donné à 10%. Mais à 24%, il faut absolument multiplier les attaques contre le Front National. Personne n'est dupe. Lisez vos propres forums, Madame, du Monde, et vous verrez que même les lecteurs du Monde, ils ont détecté l'opération de manipulation contre le Front National. Est-ce que c'est pas lié aussi à l'histoire du Front National, où quand il a été présidé par votre père avait eu des propos du rafour crématoire, des choses comme ça, qui accréditaient l'idée qu'il y avait des liens, et au moins moraux, au moins psychologique, au moins dans l'esprit, avec des gens racistes et des gens qui se sentaient comme ça. Alors aujourd'hui, est-ce que vous nous dites, par rapport au parti de votre père, c'est plus du tout le même? Le Front National n'a jamais été raciste. Et je vous mets au défi de trouver une phrase dans le programme du Front National qui puisse être assimilé de près ou de loin à du racisme. Il y a eu des condamnations de votre père. Le programme du Front National. Il était président du Front National. Oui, et bien le ministre de l'Intérieur, M. Hortefeux, a été poursuivi. Et il y en a bien d'autres qui sont poursuivis. M. Valls, je crois, non, il ne fait pas l'objet d'une plainte, lui aussi, pour discrimination raciale. Bon, d'accord, ok. Non, mais je veux dire, d'accord. Il y a des gens, il y a des officines qui utilisent les lois pour essayer de faire condamner des responsables politiques. Bon, ça fait partie de la politique politicienne. Le Front National n'a jamais été raciste. Le programme du Front National se fonde sur la défense des Français, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine. Merci de me permettre d'ailleurs de le répéter en toutes circonstances. Par conséquent, nous n'avons en aucune manière, dans aucune de nos propositions, un fondement qui soit racial ou religieux. Ça a toujours été ainsi et dans les statuts du Front National, ça apparaît de manière très claire. Et voilà, par conséquent, encore une fois, je pense que ceci est un faux procès qui nous est fait pour nous empêcher d'apporter des réponses essentielles à l'effondrement de l'école, à l'augmentation du chômage, à l'effondrement du pouvoir d'achat, à la disparition de nos valeurs, à la défense à l'attaque, aux attaques quotidiennes contre la laïcité. On pourrait en parler avec la crèche Bébylou d'ailleurs. La Cour d'appel qui a confirmé le licenciement pour faute grave d'une salariée. Eh bien voilà des sujets importants. Qui avait porté un voile. Voilà des sujets importants. En quoi c'est important? Eh bien, c'est très important. C'est très important car la laïcité est attaquée depuis des années par des revendications de groupes politico-religieux sans que ni l'UMP ni le PS ne s'y opposent. Que la Cour de cassation convainc... Non, c'est vrai. Et c'est tellement vrai, si vous voulez, qu'on ne protège pas, c'est que la crèche Bébylou, malgré qu'elle ait gagné donc l'intégralité de ses procès, a été obligée de déménager tellement les agressions dont il faisait l'objet étaient graves et récurrentes. Vous imaginez que cette crèche a été obligée de déménager. L'État n'a pas été capable de protéger une crèche qui n'avait fait qu'appliquer la loi. Tout ça parce qu'il y a un comportement compréhensif à l'égard des revendications politiques-religieuses, des fondamentalistes. Et ça, c'est un vrai danger. Il y a un danger de l'islam en France ? Ah, il y a un danger du fondamentalisme islamique en France, oui. Ça, je le dis, je le répète. Et il y a un danger au plus haut niveau, puisque le plus haut niveau de nos dirigeants français sont alliés avec des régimes politiques
qui sont des régimes politiques qui soutiennent et financent le terrorisme islamiste fondamentaliste partout dans le monde. Alors on revient en France parce qu'on n'a pas parlé des municipales. Françoise voulait vous poser une question sur les municipales, après sur les européennes, et on arrive vite à la fin de l'émission. Les municipales, Françoise. Vous décrivez un pays qui va très mal, un milieu politique qui est en effondrement, et le sondage Ipsos très récent dit que 60% des Français espèrent voir le parti de Marine Le Pen plutôt affaibli au municipal. Vous avez l'impression d'avoir le vent en poupe, et on sent quand même qu'une majorité de Français ne veut pas vous voir. Et le PS, Comment est-ce que vous interprétez ça? Et le PS, madame? Combien de Français veulent que le Parti Socialiste sorte affaibli? C'est un sondage sur le Front National. Non, c'est faux. C'est faux, ce que vous dites est faux. Tout a été testé. L'UMP a été testé, avec des scores d'ailleurs à peu près égaux au Front National. Et le PS, le nombre de Français qui veulent que le PS sorte renforcé est dérisoire. Dérisoire pour un parti qui est au pouvoir et qui a même tous les pouvoirs. Les municipalités, les départements, les régions, le Sénat, l'Assemblée nationale et la tête de l'État. Bon, voilà. Donc moi, je trouve que 40% des Français qui veulent que nous sortions renforcés, c'est un potentiel électoral très important. Très important. Et d'ailleurs, ça confirme un sondage de l'UEJF, où 42% des Français disent qu'ils peuvent voter Front National aux élections municipales et 55% des moins de 25 ans. C'est-à-dire que nous sommes de très loin le premier parti chez les jeunes. Nous sommes l'espérance de la France. La jeunesse de France espère dans le Front National. Il espère dans une rupture avec le modèle économique actuel. Il espère dans le retour d'une France libre, souveraine. Il espère dans le patriotisme économique. Il espère dans la défense des valeurs françaises. Il espère dans la défense de la laïcité. Et vous n'imaginez pas, comme pour nous, c'est important de voir que cette jeunesse française adhère à la vision qui est la nôtre. Vous espérez alors conquérir combien de villes? Je ne sais pas, madame. Vous n'avez pas fait de calcul? Non, c'est impossible de faire des calculs, car le plus grand nombre de cas, nous nous retrouverons en triangulaire ou en quadrangulaire. Donc les prédictions, les prévisions sont quasi impossibles. Mais nous avons un nombre non négligeable de villes dans lesquelles nous avons le potentiel pour gagner. Et c'est la raison pour laquelle nous allons mobiliser nos électeurs. C'est la raison pour laquelle nous allons aller sur le terrain, leur parler, répondre à leurs préoccupations, alors que les partis politiques traditionnels se battent pour défendre leur poste, leur place, leur mandat. Nous allons nous battre pour les Français. Triangulaire, vous maintenez les coups ou vous pouvez discuter et négocier? Non, nous serons présents. Sauf très rares exceptions, il faudrait vraiment qu'il y ait une raison qui soit supérieure. Mais le principe, la règle, c'est que nous serons présents au second tour d'ailleurs dans un grand nombre de villes. Il y a une question qui se pose. Vous dites, où nous présentons. Vous dites que vous n'êtes pas un parti d'extrême droite et pourtant au Parlement européen vous alliez avec les partis les plus extrémistes des pays européens. C'est totalement faux. Ce que vous dites est absolument faux. Ah bon? Nous allions. Et alors, mais M. Wilders, il a été au pouvoir, madame. Il a participé au gouvernement avec un gouvernement de centre. Et d'ailleurs, madame, si vous ne lisez pas, j'imagine, ni écrivez, bien sûr, moi non plus, le néerlandais, mais vous devriez regarder dans la presse. Car M. Wilders, le parti de M. Wilders, la presse néerlandaise ne l'appelle jamais parti d'extrême droite. Il l'appelle national-populiste, vous voyez. Vous pourriez peut-être en tirer. Vous voudriez qu'on appelle le FN national-populiste? Bah écoutez, ce serait honnêtement moins pire qu'extrême droite, n'est-ce pas? Donc vous pourriez peut-être vous en inspirer à l'AFP, agence d'État. Vous pourriez peut-être vous en inspirer. Madame, vous savez très bien qu'on n'est pas une agence d'État. La présidente du Parti national populiste, on va vous interroger aussi sur la centrafrique. Vous dites patriote aussi. National patriote populiste. Non, je suis en train de vous dire que pas un seul journal des Pays-Bas n'appelle le parti de M. Wilders extrême droite. Dernière question, la Centrafrique. La Centrafrique, la France a décidé l'envoi d'un millier de soldats en Centrafrique dès qu'une résolution de l'ONU l'autorisera. Est-ce que c'est une bonne chose, une bonne décision? Je ne suis pas opposé à cela. Mais j'aimerais quand même rappeler que la déstabilisation de l'ensemble de ces pays est la conséquence des choix erronés qui ont été faits par l'UMP et le PS en lançant une attaque contre la Libye et en mettant au pouvoir les fondamentalistes islamistes. Ceci a permis que des dizaines de milliers d'armes soient distribuées. Je crois que la Centrafrique, c'est autre chose. Non mais d'accord, mais c'est pas tellement autre chose, car il faut quand même se rappeler que dans tous ces pays-là, les chrétiens et les juifs d'ailleurs sont aujourd'hui
persécutés, sont assassinés dans, semble-t-il, quand même assez l'indifférence. Hein. On n'entend pas les capitales, on n'entend pas l'Union européenne, on n'entend pas venir s'élever avec force contre eux, ce qui apparaît comme une véritable épuration religieuse de la part des fondamentalistes islamistes. Mais c'est sûr que c'est pas facile de tenir ce discours-là et en même temps être ami avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Merci. Et vous, vous êtes toujours ami avec l'Iran ou pas? J'ai jamais été ami avec l'Iran, moi, monsieur, je suis désolé. Jamais été ami avec l'Iran. Voilà. Je remarque qu'il y a des avancées diplomatiques. Je crois qu'il faut toujours se féliciter quand même quand il y a des avancées diplomatiques qui permettent de faire reculer un danger potentiel. Merci, c'est la fin de Question d'Info. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine. Merci.